Alors, à présent, on va accueillir donc François Demontou, professeur des universités au laboratoire de l'intégration du matériau au système, l'IMS, responsable de l'équipe de recherche, donc MIM, matériaux interaction micro-ondes. Alors, il va étudier la question donc du radar à pénétration de sol, GPR, et les capteurs micro-ondes. Bonjour. Voilà, donc moi je suis aujourd'hui là pour aborder l'aspect auscultation électromagnétique des sols. Donc la présentation, je l'ai intitulée l'analyse électromagnétique des sols et donc le radar GPR, le radar à pénétration du sol, et les capteurs micro-ondes. Alors on verra que l'appellation capteur micro-ondes est un peu usurpée, parce que on verra que voilà, pour parler micro-ondes ou ondes, il faut qu'il y ait propagation. Et dans les capteurs qu'on utilise aujourd'hui, qui sont appelés capteurs électromagnétiques, il n'y a pas forcément de principe de propagation. Donc on va faire quelques rappels électromagnétiques. Alors, c'est pas trop pour vous embêter, mais c'est qu'il y a quelques notions qui sont indispensables, en particulier pour comprendre le fonctionnement du GPR. Et puis, on abordera le GPR, on verra ses limites, parce qu'aujourd'hui, il est utilisé, mais pas aujourd'hui à une vocation qui pourrait être utile, par exemple, pour les sols agricoles. Mais on verra que les recherches actuelles tendent à amener le GPR vers un outil d'auscultation qui va pouvoir être utilisé. On verra donc les capteurs et leurs limites, donc des capteurs actuels avec, entre autres, les capteurs capacitifs qui ont été déjà abordés. Et puis on finira par les nouvelles approches technologiques qui sont développées et nous, sur lesquelles on travaille au laboratoire IMS pour développer de l'instrumentation de caractérisation sur site. Donc, petit rappel de physique. Donc, propagation des ondes électromagnétiques, donc c'est les équations de Maxwell. Voilà, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Ce qu'il faut retenir sur les équations de Maxwell qui régissent la propagation des ondes électromagnétiques, c'est que dès qu'on va parler propagation, on va propager un champ électrique et un champ magnétique. Donc, il y aura cette dualité de champs. Et donc, les ondes électromagnétiques qu'on va faire propager, en l'occurrence dans le sol, donc elles vont avoir une répartition spatiale. Donc, ce binôme, champ électrique et magnétique, va avoir une orientation dans l'espace, et on va parler de polarisation de l'onde. Et puis, elle va avoir une grandeur caractéristique que mon collègue a déjà abordée tout à l'heure, c'est cette fameuse longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, elle est proportionnelle à la vitesse de la lumière, c'est la célérité cc, et puis la fréquence f, et donc cette grandeur, elle va nous donner une indication sur l'aptitude de l'onde à venir ausculter plus ou moins profondément le matériau rencontré. Donc en infrarouge, on a vu, la longueur d'onde est très très élevée et petite, la fréquence est élevée et donc la profondeur d'auscultation va être plus faible. Dans le domaine des micro-ondes, le domaine qui est utilisé principalement pour les GPR, la profondeur de pénétration va être beaucoup plus grande parce que la longueur d'onde, elle est plus grande et la fréquence plus petite. Donc cette longueur d'onde, c'est une grandeur qui est intéressante et aussi elle va nous donner une information sur les objets qui vont pouvoir être en interaction, voire détectés par cette onde. Donc si on est sur une onde qui est métrique, avec une longueur d'onde de l'ordre du mètre, les objets qui vont avoir une taille de quelques millimètres ne vont pas être détectés. Alors ça c'est important, par exemple pour le GPR, parce que aujourd'hui c'est surtout un outil de détection d'objets. Après, les autres grandeurs qui vont être intéressantes, c'est les propriétés du matériau vis-à-vis de ce champ électromagnétique. Alors il y en a deux, c'est la permittivité et la perméabilité. Donc la permittivité, ça va être la propriété du matériau vis-à-vis du champ électrique, et la perméabilité, ça va être la propriété du matériau vis-à-vis du champ magnétique. Alors le sol, même s'il contient des matériaux qui sont magnétiques, il est surtout diélectrique, c'est-à-dire qu'il va surtout réagir au champ électrique. Donc on va nous surtout s'intéresser à la permittivité.
Et cette permittivité, donc epsilon, elle peut être décomposée. Donc en epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Et surtout, epsilon r, c'est sa permittivité relative. Et cette permittivité relative, c'est elle qui va donner, en fait les indications et sur le comportement du champ électrique dans le matériau. Il peut être décomposé en deux parties, donc la partie epsilon prime et epsilon seconde. Alors pourquoi je m'attarde dessus? Parce que epsilon prime, ça va être l'aptitude que l'onde va avoir à être réfléchie par un matériau. Donc plus epsilon prime va être fort et plus l'onde va être réfléchie à l'interaction entre l'air, par exemple, et ce matériau. Et epsilon seconde, donc c'est ce qu'on appelle les pertes, c'est l'aptitude que va avoir le matériau à atténuer une onde électromagnétique qui va le traverser. Donc à dissiper cette onde-là. Et donc plus epsilon seconde va être fort, et plus l'onde à l'intérieur du matériau va s'atténuer rapidement. Et donc c'est dans cette epsilon seconde qu'on va trouver le terme de conductivité qu'on peut aussi mesurer. Et donc longueur d'onde, permittivité et donc perte diélectrique, entre autres, et de conductivité dans le matériau, nous amène à aborder la notion de profondeur de pénétration. Donc en fonction de la fréquence, donc de la longueur d'onde, et des pertes dans le matériau, vous allez avoir une profondeur de pénétration, c'est-à-dire une distance d'auscultation qui va diminuer. Donc là, on le voit sur le petit graphe. Donc c'est une courbe de profondeur de pénétration dans le sol pour une texture, en fonction de l'humidité. Et donc l'humidité va beaucoup jouer sur la permittivité, et en particulier sur les pertes diélectriques à l'intérieur du sol. Et donc plus l'humidité va augmenter, et plus la permittivité va augmenter, et on va diminuer la profondeur de pénétration dans le sol. Voilà, donc ces notions-là vont nous être indispensables pour comprendre la suite. Et donc, si la profondeur de pénétration est directement liée à la fréquence, mais par exemple pour le GPR, on va essayer de trouver des fréquences et des longueurs d'onde qui vont être compatibles avec la profondeur d'auscultation qui nous intéresse. Et donc, les profondeurs d'auscultation qui vont être intéressantes, c'est des fréquences qui sont dans le micro-ondes. Donc le micro-ondes, nous on va choisir des fréquences qui vont varier d'une centaine de mégahertz jusqu'au gigahertz, et donc avec des longueurs d'onde dans l'air qui vont être de quelques mètres à quelques dizaines de centimètres. Je dis dans l'air parce que dès que vous allez rentrer à l'intérieur du matériau, vos longueurs d'onde vont diminuer proportionnellement à la permittivité. Et donc, vous allez passer de plusieurs mètres à quelques dizaines de centimètres. Donc, les profondeurs d'auscultation vont effectivement dépendre, par exemple, de l'humidité des sols. Et sur un sol sec, vous allez avoir des profondeurs de pénétration facilement de plusieurs mètres avec les GPR. Quand vous allez passer sur des sols humides, ça va réduire considérablement votre profondeur d'auscultation, et vous allez avoir quelques dizaines de centimètres. Voilà, alors, juste, c'est important quand même de le signaler. On reste dans le domaine des micro-ondes sur le spectre électromagnétique non ionisant. Contrairement à la partie droite du spectre, qui est la partie ionisante, avec tous les rayonnements dits ionisants, rayons X, rayons gamma. Et donc, pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, dès qu'on va parler d'auscultation micro-ondes, la question que les gens vont se poser, surtout dans le sol, c'est est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir une interaction avec le vivant? Et est-ce que les puissances qu'on va utiliser de ces ondes, qui sont des ondes de la fréquence micro-ondes, peuvent interagir avec les matériaux vivants? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, on est dans le spectre qui est non ionisant, et deux, les puissances d'émission sont contrôlées, puisque tout matériel doit respecter les normes d'émission, et donc les puissances sont relativement, je dirais, faibles pour justement empêcher de dépasser les seuils d'exposition. Alors bien sûr, cette limite de puissance d'émission va aussi impacter la profondeur de pénétration. Parce que si on pouvait utiliser des puissances à volonté, il suffirait d'augmenter la puissance pour augmenter la profondeur de pénétration et la dynamique de mesure. Mais là, de ce côté-là, on est bloqué.
Donc, le GPR, c'est quoi? Alors, le GPR, c'est d'abord un radar. Hein. Donc, ça veut dire, un radar, c'est un élément actif. On va envoyer une onde électromagnétique et on va regarder ce qui nous revient. Donc, c'est un système qui va fonctionner avec des antennes. Donc, les antennes, c'est des systèmes qui vont permettre de faire rayonner l'onde électromagnétique. Et on va pouvoir travailler en réflexion ou en transmission. Donc en réflexion, on va avoir une antenne émettrice qui va aussi être réceptrice. Donc elle va envoyer du signal, elle va recueillir. Et puis en transmission, on aura la possibilité, avec deux antennes, de regarder un petit peu comment se transforme le signal en traversant le matériau. Il y a plusieurs techniques de génération d'ondes. Donc là, je vous ai mis impulsionnel. On envoie un pulse qui contient plusieurs composantes de fréquences, ou step frequency, c'est-à-dire qu'on envoie des fréquences successives. L'équipement, il peut être portable, donc vous avez des tout petits GPR, ou sur chariot, ce qui permet en fait de déplacer, on va voir, le matériel sur le sol. Bien sûr, il faut respecter les normes d'exposition. Et on visualise en fait les ruptures de permittivité, c'est-à-dire que dès que dans le sol, vous avez un élément qui a une permittivité beaucoup plus importante que le reste du sol, ça va créer une réflexion aux interfaces et le retour d'un signal. On va récupérer des profils 2D ou 3D de ces ruptures de permittivité. Et le signal, aujourd'hui, ce qu'on obtient sur les GPR du commerce, c'est des cartographies qui nécessitent une interprétation et qui ne donnent pas de grandeur physique, et alors qui permettent de détecter des objets ou des cavités à l'intérieur du sol. Voilà. Et on verra que justement dans les perspectives à venir, c'est justement des GPR qui donneraient des profils de grandeur physique. Donc il y a deux grandes familles de GPR, ceux où les antennes ne sont pas en contact avec le sol et ceux où les antennes sont directement en contact avec le sol. Donc pour les antennes qui ne sont pas en contact avec le sol, le principe c'est qu'on va venir présenter deux antennes dans une configuration bistatique, c'est-à-dire que une des antennes va être émettrice et puis la deuxième va être réceptrice. Et là, on le voit sur l'animation. Hein. L'onde va se propager dans l'air et à l'interaction entre l'air et le sol, on va avoir une réflexion, donc une perte de signal parce qu'il y a cette interface. Et là, on le voit clairement. Hein, vous voyez la différence de longueur d'onde entre la propagation dans l'air et la propagation dans le sol, avec une réduction notable donc de longueur d'onde et donc de profondeur de pénétration. Voilà, donc ça c'est la première famille. Et puis la deuxième famille, c'est celle où les antennes sont plaquées au sol. Donc là, on s'affranchit de l'interface entre l'air et le sol, puisque les antennes sont directement placées dessus. Alors ça nécessite au niveau des antennes une étude spécifique, puisque le comportement de l'antenne, si elle est plaquée sur le sol, ne va pas avoir le même que si elle est en espace libre. Donc ça nécessite des études préalables. Et il y a toute une famille d'études d'antennes qui s'appellent les antennes plaquées, qui permettent justement de développer des antennes large bande qui vont pouvoir rayonner des fréquences très très variables. Et donc on va étudier le signal qui passe d'une antenne à l'autre, par des voies différentes. Ça peut être de la transmission directe, ou ça peut être de la transmission via la réflexion sur des matériaux à l'intérieur du sol. Et l'information qui va être transmise entre ces antennes, en fait, contient énormément d'informations. Aujourd'hui, les GPR du commerce nous permettent de visualiser les différentes, la présence d'objets, par exemple. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations. Et on verra plus tard que justement, les nouvelles branches de recherche sur les GPR tendent à nous amener à extraire de tous ces signaux de l'information sur les paramètres physiques du sol, qui vont être la texture, l'humidité, etc. Donc, les GPR aujourd'hui fonctionnent très bien, mais le domaine d'application n'est pas encore tout à fait compatible avec les besoins, par exemple, qu'on a en agriculture, puisque les données nécessitent, une interprétation, et deux, ne donnent pas tout de suite
accès à des paramètres physiques qui seraient intéressants. Face au GPR, on a d'autres techniques qui nous permettent d'analyser les sols. J'ai fait une petite liste, mais c'est pas une liste exhaustive parce que on en trouvera toujours d'autres. Le principe est un petit peu toujours le même, hein, c'est que c'est cette fameuse permittivité du sol qui va modifier la réponse donc à un signal ou la réponse du capteur. Donc les capteurs, par exemple les capteurs capacitifs, tout à l'heure on a déjà abordé ce thème-là. En fait, c'est la partie réelle de la permittivité qui va changer les propriétés de ce capteur en modifiant le comportement électrique du capteur. Donc tout à l'heure on l'a abordé, mais il faut imaginer que ces capteurs, une fois qu'ils sont dans le sol, leur impédance équivalente, donc là ce sont des ponts capacitifs ou des circuits résonants, va être modifié par la présence du sol aux alentours. Donc ce n'est pas toujours de la propagation d'ondes électromagnétiques. Hein. Ces capteurs, ça peut être aussi des modifications du schéma électrique équivalent de ces capteurs par la présence d'un matériau en contact. C'est pour ça qu'on continue d'appeler ça des capteurs électromagnétiques, mais voilà, il n'y a pas forcément de propagation d'ondes. Ça nécessite, sur les capacitifs, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça nécessite qu'en usine, le fabricant il ait trouvé une loi qui lie la permittivité à la teneur en eau, par exemple, pour pouvoir commercialiser ça comme un capteur d'humidité. C'est des mesures qui sont très très localisées. Hein. Les volumes d'auscultation sont très très limités autour des capteurs, ce qui est souvent demandé, hein, en fait, puisque ça permet vraiment d'avoir une donnée qu'on peut localiser. Et puis, la plage de fréquence de mesure est très très limitée et c'est des capteurs dans le commerce qu'on va trouver dédiés à la mesure de la teneur en eau. Alors, vous avez des réflectomètres temporels. Alors, il y a le FDR aussi, mais moi, je me suis attardé sur le TDR. Donc là, c'est des mesures qui vont se faire entre deux électrodes. Et là, c'est la vitesse, la modification de la vitesse de propagation de l'onde à l'intérieur du milieu qui permet de remonter, mais là encore, à travers la permittivité, à une propriété du matériau. Là encore, ce qu'on va trouver dans le commerce, c'est des capteurs pour l'humidité des sols, puisque la permittivité est très sensible à l'humidité. Donc là, on peut avoir des mesures jusqu'à 1 giga. L'auscultation est encore aussi très très limitée et voilà, comme je disais, voilà, c'est plutôt pour la teneur en eau des sols. Vous avez aussi des capteurs inductifs qui existent, donc là c'est un champ magnétique qui est généré, mais là voilà, c'est le champ magnétique induit sur tout objet conducteur à l'intérieur du sol. L'apparition d'un courant, c'est ce signal qui est détecté, mais là encore, c'est vraiment pour la détection d'objets. Donc quand on regarde un petit peu ce qui existe, on trouve des GPR qui permettent d'ausculter en profondeur, mais qui ne nous donnent pas d'informations physiques, puis des capteurs physiques, mais surtout dédiés à la mesure de l'humidité. Alors finalement, maintenant, dans les années à venir, on va vers quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le besoin et c'est quoi les pistes technologiques qui sont étudiées en recherche? Ces pistes, elles sont basées sur le fait que la permittivité, vous avez bien compris, c'est cette permittivité en électromagnétisme qui va tout commander. Et en fait, cette permittivité, en fait, elle est fonction d'énormément de paramètres physiques. Alors, c'est la texture, la température, bien sûr la teneur en eau, mais pas que. Il y a plein d'autres paramètres du sol qui sont liés à la permittivité. Alors, bien sûr, la fréquence. On a des modèles diélectriques qui existent. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des modèles analytiques assez simples qui nous donnent la permittivité d'un sol en fonction de tous ces paramètres. L'idée, c'est de se dire pourquoi pas, au lieu de développer des capteurs vraiment dédiés qu'à une grandeur physique,
pourquoi pas essayer de relier cette permittivité à d'autres grandeurs physiques et à développer de l'instrumentation in situ qui permettrait, à partir de la mesure de permittivité, de revenir à d'autres paramètres physiques. Alors c'est ça sur quoi on travaille, nous, en ce moment, mais bien sûr pas que nous. Mais l'idée, c'est ça, c'est développer des capteurs basés sur des technologies. Alors là, par exemple, c'est une sonde type capacitif qui s'appelle la sonde à effet de boue et qui permet, elle, de mesurer la partie réelle et imaginaire de la permittivité sur une très grande bande de fréquences. Ça peut être plusieurs gigahertz. Et en fait, on fait une sorte, grâce à ce capteur, une sorte de spectroscopie micro-ondes de large bande et qui nous permet de faire une mesure complète de la permittivité sur une grande bande de fréquences. Et l'idée, c'est grâce à toutes ces informations, on est capable aujourd'hui d'avoir des capteurs qu'on positionne sur site et qui nous renvoient donc cette information de permittivité que derrière, nous, on est capable de relier à l'humidité, à la texture ou à d'autres grandeurs physiques du sol. Il vous reste 3 minutes. Donc l'idée, c'est de créer ces capteurs, donc des capteurs multiphysiques, dans le sens des capteurs capables de mesurer à travers la permittivité plusieurs propriétés physiques du sol. L'autre voie de recherche, c'est de transformer en fait les GPR et de créer en fait des GPR qui, au lieu de nous donner une indication sur la présence de rupture de permittivité, vont nous permettre de faire des cartographies de permittivité en profondeur. Donc l'idée, c'est récupérer une cartographie de permittivité et grâce au modèle diélectrique, associer ces profils de permittivité à des profils d'humidité ou à des profils de texture. Voilà, donc c'est ce qui nous permettrait d'avoir des instruments qu'on peut déployer sur site et qui vont nous donner des profils en profondeur de propriétés du sol. Alors, bien sûr, nous, on essaie de développer tous ces capteurs, et ça a été dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'à terme, on veut avoir des jeux de données sur du long terme. Alors, pour de la recherche, des applications, par exemple, liées à la télédétection spatiale, mais aussi pour des utilisateurs, par exemple, en agriculture. Et donc, il faut rendre tous ces capteurs communicants. Alors, à l'IMS, on travaille sur deux voies principales qui sont des techniques électromagnétiques de transmission du signal liées à l'Internet des objets, c'est le Sigfox et le LoRa. Et donc le principe, c'est équiper donc, nos capteurs. Donc là, en l'occurrence, c'est de technologie Sigfox pour envoyer les données donc, sur le cloud Sigfox et permettre donc, soit pour la recherche, soit pour des utilisateurs, de récupérer à distance en temps réel les données de mesure. Alors pour conclure et pour aller plus loin dans la discussion, je ne sais pas si les présentations seront accessibles, mais je pense qu'elles seront partagées. Je vous ai mis quelques liens utiles. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais quelques liens utiles sur les GPR et les capteurs. Et puis surtout, si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette discussion, n'hésitez pas à me contacter et puis on poursuivra voilà, ces discussions. Merci de votre attention. François de Montou, merci beaucoup. On peut imaginer qu'il y a de plus en plus de capteurs qui vont se développer, qui vont être de plus en plus automatisés. C'est vraiment une des voies du futur. Vous sentez ça s'accélère? Alors, l'automatisation de la mesure, elle est déjà lancée depuis longtemps. Oui, la révolution, ça sera l'automatisation de la mesure et sa diffusion en direct, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies aujourd'hui, voilà, de l'Internet des objets, on va avoir la possibilité de créer des réseaux, des maillages de capteurs, donc qui vont communiquer entre eux et qui vont permettre de renvoyer en temps réel l'information. Alors pour la gestion, pour les agriculteurs, on voit déjà qu'il y a des applications qui existent. Mais plus globalement, pour plein d'autres applications, par exemple pour nous en recherche, on a besoin de jeux de données pour enrichir la précision des modèles de permittivité. Et justement, ces nouveaux capteurs communicants sur lesquels on travaille vont nous donner des jeux de données très très riches. Et voilà, donc
Voilà, et puis je réitère en fait mon invitation qui n'est pas anodine, c'est que nous, en recherche, on essaie de développer voilà, des technologies non destructives d'analyse de sol, mais effectivement, en face, on a besoin aussi de la réalité du besoin de terrain pour orienter aussi nos recherches vers les besoins réels des futurs utilisateurs. Donc voilà, ces moments d'échange, c'est important. Est-ce que par rapport aux autres pays européens ou à l'international, est-ce qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard? On est positionné comment? Alors, en termes électromagnétiques, on est sur les capteurs. Voilà, c'est un petit peu partout ces voies d'auscultation qui sont étudiées. Non, on n'est pas plus en retard, mais pas plus en avance non plus. Maintenant, on a peut-être un petit peu de retard dans le lien entre la recherche et l'aspect applicatif. C'est-à-dire que, voilà, c'est... comment dire ça d'une manière... c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on veut faire de la recherche fondamentale, que appliquée directement par exemple, aux besoins des agriculteurs, on va être taxé d'ingénierie, alors que c'est un mot noble. Mais des fois, voilà, ça peut être connoté moins fondamental, moins noble pour la recherche, alors que moi, pour ma part, je considère que, au contraire, c'est un mot noble. Ça veut dire que la recherche qu'on a fait trouve son application dans la société, dans des faits concrets. Oui. Oui. J'avais une petite question plus d'orientation de la formation de nos ingénieurs. Et en fait, si on faisait une analogie avec la spectroscopie qu'on a vue tout à l'heure, on revient finalement ici aussi à de l'analyse de spectres. Et je me disais, finalement, il y a une discipline qui est commune un petit peu à tout le monde, qui prend de l'importance, c'est la chimiométrie. En tout cas, comment analyser ces spectres pour retrouver en fait finalement des variables d'intérêt? Oui. Oui, je pense que... Alors, nous, on n'ira pas, par exemple, sur tout ce qui est auscultation micro-ondes, on n'ira pas, par exemple, jusqu'au pH. Il y a des informations qui vont être difficilement accessibles. Par contre, d'autres informations sur des concentrations en certaines substances du sol sont communes. Par exemple, entre l'infrarouge et le micro-ondes, il y a des informations qui vont se croiser. Donc, effectivement, ça peut s'enrichir les uns des autres de croiser ces résultats. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, et qu'on est en agriculture numérique, il y a un MOOC qui a été créé par les collègues de Montpellier sur la chimiométrie, donc qui est accessible en ligne. Et également, moi j'avais une question par rapport à ces capteurs là, de teneur en eau du sol. En termes de précision, ces capteurs installés sur parcelle, qu'est-ce qu'ils donnent par rapport aux imageries radar satellites qui sont développés par le pôle TEIA? Ça peut être au CESBio, on a vu tout à l'heure, ça peut être à l'UMR-TETIS à Montpellier aussi, en termes de précision. C'est une bonne question. Il va falloir qu'on en redébatte plus tard à midi, parce que c'est assez long. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, là, tu parles du CESBio, mais bon, effectivement, par exemple, sur SMOS, les cartographies d'humidité qui sont en train de sortir, en fait, elles sont basées quelque part dans l'algorithme. Hein, il y a un modèle de permittivité. Sur lequel d'ailleurs on a travaillé, et ce modèle de permittivité, c'est lui qui va permettre de faire le lien. Après, quand la sonde du commerce elle est commercialisée, ça a été expliqué un petit peu tout à l'heure, le fournisseur, lui, il développe, alors c'est soit sa cuisine interne, hein, il trouve une loi empirique. C'est-à-dire qu'il a fait en laboratoire des mesures avec sa sonde et puis des mesures d'humidité. Il trouve une loi empirique. Soit il est capable de remonter à la permittivité. Et là, en termes de précision, je dirais c'est le meilleur.
parce qu'une fois que tu as la permittivité, les modèles aujourd'hui sont suffisamment précis pour remonter à l'humidité. Voilà, donc après, voilà, c'est un petit peu, je dirais, la sauce du constructeur, quoi, comment il a défini. Mais bon, de ceux que j'ai présentés, là, par exemple, sur les capacitifs, non, les degrés de précision, ben, moi, je trouve que c'est précis. Maintenant, je ne sais pas l'utilisateur, ce qu'il en entend en termes de précision, en pourcentage, tu vois, d'humidité volumique. S'il recherche du 0,01%, il ne le trouvera pas sur ce capteur-là. Maintenant, est-ce qu'il en a l'utilité? Tu vois, c'est plus, je pense que lui, ce qu'il attend, c'est plus une continuité dans le suivi, hein, pour voir les seuils et puis les évolutions saisonnières. Mais après, oui, après, je pense que pour certaines applications, on a peut-être besoin d'affiner justement les courbes d'étalonnage. Voilà. Mais pour les agriculteurs, je pense que là, en termes d'humidité, de capteur d'humidité des sols, je pense que cette précision-là pour l'humidité leur suffit. On vous remercie, Monsieur de Montou, pour cette présentation.